Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur la plateforme e-répétiteur, une plateforme réservée à l'éducation. Aujourd'hui, il est question d'aborder la deuxième partie du programme d'histoire de la classe de terminale, intitulée Décolonisation et affirmation donc du tiers-monde. Et il est question de parler donc des causes générales et des formes de la décolonisation. Par rapport à cette leçon, les objectifs qui sont assignés sont très clairs. Il s'agit, l'élève doit comprendre les enjeux de l'irruption du tiers-monde dans la scène politique internationale. L'élève, au terme de cette leçon, doit maîtriser, bien entendu, les principales causes de la décolonisation et aussi analyser les formes de décolonisation, aussi bien en Afrique qu'en Asie. Pour cela, le sommaire ou le plan indiqué est le suivant. D'abord, il sera question d'aborder l'introduction, ensuite les causes internes, les causes externes, et en deuxième lieu, il sera question d'aborder les formes de décolonisation qui sont au nombre de deux, la forme pacifique, la forme violente, avant donc de conclure. Pour ce qui est de l'introduction, ce qui est important à retenir est très simple. Ce qu'on appelle tiers-monde, c'est un ensemble de pays dans le passé colonisés pour la plupart par l'Europe impérialiste. Et cette Europe impérialiste s'est enrichie par la révolution industrielle. Et elle est allée à la conquête donc, du monde, on parle de colonisation. Maintenant, cette colonisation s'est accompagnée d'une exploitation des ressources donc, des pays conquis. À un moment donné de l'histoire, surtout dans la période allant des années 40 aux années 75, il y a eu un éveil de conscience des peuples colonisés. Et cet éveil donc, de conscience a sapé les fondements de la puissance, les fondements de la colonisation. Dès lors, on parle donc de décolonisation. Pour vous dire tout simplement que par décolonisation, il faut comprendre un mouvement d'émancipation des peuples opprimés. Et cette décolonisation, oui, a été favorisée par donc, des facteurs internes et des facteurs externes. Dans sa conduite, la décolonisation a revêtu deux formes. Elle a emprunté deux voies. Une voie pacifique, c'est la forme pacifique, et une voie violente, c'est la décolonisation violente. Pour ce qui est donc des causes internes, il faut comprendre d'abord que ce qu'on appelle cause interne, c'est la situation qui est interne aux colonies, ce qui s'est passé dans les colonies. Et on dit souvent que c'est la colonisation elle-même qui a créé les germes de sa propre destruction. À vrai dire, les colonisateurs, une fois en Afrique et en Asie, avaient un objectif très précis. C'était exploiter les ressources humaines et les ressources économiques dont disposaient donc les colonies. Maintenant, cette surexploitation s'est accompagnée d'une formation d'une élite intellectuelle. À travers l'école et à travers l'évangile, le colonisateur a formé des intellectuels. Et ces intellectuels ont pris conscience de la grandeur de la civilisation africaine et de la réalité de la civilisation occidentale. Alors, et ce sont ces gens-là qui se sont retournés contre le colonisateur. Maintenant, dans leur lutte, ces intellectuels ont bénéficié du soutien du mouvement syndical. Et là, je peux donner l'exemple des syndicats comme la Confédération générale des travailleurs, CGT. Je peux donner également l'exemple de l'Union générale des travailleurs d'Afrique noire, UGTAD, avec comme
principal leader, si je parle donc de principal leader, c'est-à-dire donc les nationalistes, les grands intellectuels qui ont été formés à l'Occident et qui se sont retournés contre le blanc. En Asie, je peux citer le cas de Gandhi. En Égypte, je peux donner le cas de Gamal Abdel Nasser. En Gold Coast, devenu le Ghana indépendant, c'est l'incontournable Kwame Nkrumah. En Guinée-Conakry, on peut citer Lugus Sékou Touré. Et en Guinée-Bissau, nous pouvons retenir Amical Cabral. Au Sénégal, l'exemple type de leader à retenir, c'est sans doute Léopold Sédar Senghor. Alors, parmi donc les causes internes de la décolonisation, vous avez ce qu'on appelle l'émergence du tiers-monde. Et tantôt, je disais que le tiers-monde, c'est un ensemble donc de pays qu'on retrouve majoritairement en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Et ces pays appelés tiers-monde ont été dominés dans le passé. Ce sont donc des pays qui partagent également la pauvreté, le sous-développement. Et le vocable de tiers-monde est né véritablement en 1952. Et ce vocable a été forgé par un Français dénommé Alfred Sauvy pour désigner l'ensemble des pays pauvres. Maintenant, il s'est trouvé que du 18 au 24 avril 1955, 29 pays de l'Afrique et de l'Asie se sont réunis à la conférence de Bandung en Indonésie. Et l'objectif visé, c'était quoi? De faire du tiers-monde un troisième bloc non aligné et anticolonialiste. Le contexte est assez particulier parce que nous sommes dans la guerre froide, plus exactement dans la deuxième séquence qu'on appelle la coexistence pacifique qui va de 1953 à 1962. Période durant laquelle il y a eu des tentatives de rapprochement entre l'Union soviétique et les États-Unis. Et les pays du tiers-monde ont décidé d'être neutres dans le conflit Est-Ouest, de ne pas supporter l'Union soviétique, de ne pas être du camp des États-Unis, mais de faire du tiers-monde un troisième bloc neutre, non aligné, anti-impérialiste. Mais il faut dire que ce non-alignement-là sera véritablement effectif à partir de 1961 avec donc, la conférence donc, de Belgrade. Maintenant, en dehors donc, des causes internes, il existe des causes externes. Et par cause externe, il faut comprendre les événements qui sont extérieurs au conflit, aux colonies et qui ont participé à l'émancipation de ces dernières. Parmi ces causes externes, nous pouvons retenir sans doute l'impact des deux guerres mondiales. À deux reprises, l'humanité a été touchée par deux conflits. C'est la Première Guerre mondiale qui va donc de 1914 à 18 et la Seconde Guerre mondiale qui va de 1939 à 45. Et lors de ces deux conflits, que ce soit en Asie ou en Afrique, donc l'impact a été réel. Et l'Europe impérialiste, lors des deux conflits, a montré ses faiblesses. La toute-puissance européenne a été ébranlée. Et la preuve en est que la France, la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne ont été rapidement détrônés par l'Allemagne. En Asie, le Japon a montré à travers ses victoires la faiblesse donc, des grandes puissances. Et de ces deux guerres, on a constaté que les fondements de la puissance européenne sont ébranlés. L'Europe n'a plus les moyens de s'imposer dans son empire colonial. À l'issue de ces deux conflits, l'Europe ne dispose plus des moyens de se maintenir dans son empire colonial. Parce que tout simplement, elle a été le théâtre fondamental donc, des opérations. Son économie est ruinée, sa population est à majorité tuée, ses grandes voies de communication ont été saccagées pour dire que l'année 1945, c'est l'année zéro pour l'Europe. L'Europe devait repartir sur de nouvelles bases. Alors cette faiblesse de l'Europe lui a empêché de continuer à se maintenir dans son empire colonial. À cela également s'ajoute le fait que les Africains et les Asiatiques colonisés ont participé à l'effort de guerre. Et l'effort de guerre a consisté à quoi? À envoyer des soldats à la métropole. Comprenez donc les tirailleurs. L'effort de guerre a consisté à quoi?
a envoyé de la nourriture, parce que l'Europe n'avait plus les moyens de se nourrir. L'effort de guerre a consisté à envoyer de l'argent collecté sous forme d'impôts. Donc l'Afrique et l'Asie ont grandement participé à l'effort de guerre. Certes, nous avons perdu, parce que des milliers d'anciens combattants ne sont pas revenus. Certes, nous avons perdu, parce que des milliers de tonnes de vivres ont été donnés à l'Europe. Beaucoup d'argent convoyé vers l'Europe. Mais quelque part, l'effort de guerre a joué un rôle libérateur, dans la mesure où le mythe du blanc est tombé. Pour la première fois, les tirailleurs ont été en Europe, ont découvert donc la réalité européenne. Alors le mythe du blanc est tombé avec la Seconde Guerre mondiale. Et d'après le poète Senghor, le mythe de l'invincibilité donc du blanc va disparaître à partir de cette période-là. Toujours abordant donc les causes externes, d'autres éléments sont à intégrer. Il s'agit bien entendu de l'anticolonialisme des deux grandes puissances et de l'ONU. À vrai dire, après 1945, toutes les conditions étaient réunies pour l'émancipation des peuples opprimés. Parce que l'Europe ruinée a cédé sa place à deux grands géants, qui sont l'Union soviétique d'une part et les États-Unis d'autre part. Et chacune de ces puissances était anticolonialiste. Si nous prenons l'exemple de l'Union soviétique défend l'idée selon laquelle un peuple qui en opprime d'autres ne saurait être libre. C'est parce que tout simplement, l'idéologie marxiste-léniniste est contre toute forme de domination et d'oppression. Et en réplique, l'Union soviétique a soutenu énormément de mouvements de libération nationale. Les États-Unis ont été également anticolonialistes pour des raisons diverses. Parce que tout simplement, les États-Unis étaient colonisés par la Grande-Bretagne. Et c'est finalement le 4 juillet 1776 que les 13 colonies anglaises d'Amérique ont été libérées. Alors, et je dis souvent que on ne peut pas lutter contre une injustice si on ne l'a pas vécue. Et les États-Unis ont vécu l'injustice coloniale, donc ils sont mieux placés pour la dénoncer. Et ils ont dit non à la colonisation, c'est par solidarité, c'est par sympathie, c'est pour des raisons historiques en tant qu'ancienne colonie. Les États-Unis également sont basés sur le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Parce qu'eux-mêmes, ils ont signé le 14 août 1941 ce qu'on appelle la charte de l'Atlantique. Et cette charte enseignait la libre disposition donc, des peuples. Autre raison qui a poussé donc les États-Unis à développer de l'anticolonialisme, c'est sans doute les raisons économiques. Parce que n'oubliez pas que les États-Unis n'interviennent que là où leurs intérêts sont menacés. Et pour des raisons, les colonies vont échapper au contrôle de l'Europe. Et ce sont donc des marchés à conquérir. Voilà pourquoi les États-Unis ont soutenu la décolonisation. Et autre chose, il faut le noter, nous sommes dans un contexte assez particulier, c'est la guerre froide, parce que la décolonisation et la guerre froide sont donc deux mouvements contemporains. Les États-Unis voulaient aider les colonies à être indépendants, moyennant leur intégration dans le bloc de l'Ouest qui incarnait le libéralisme. À côté de ces deux puissances anticolonialistes, il faut également intégrer l'anticolonialisme de l'ONU. L'Organisation des Nations Unies est née entre le mois d'avril et le mois de juin 1945 à la conférence de San Francisco aux États-Unis. Et sa charte a été rédigée donc le 26 juin 1945 et l'ONU est entrée en vigueur véritablement le 24 octobre 1945. Et dans la charte de l'ONU, plus exactement dans son article numéro 1, l'ONU enseigne et défend l'égalité donc des peuples sans distinction de race, de religion, de sexe. Donc pour vous dire que par essence, l'ONU est anticolonialiste. Alors ces idées donc de l'ONU ont été également, se sont inspirées sur la Déclaration universelle donc des droits de l'homme et qui sont favorables à l'octroi de l'indépendance aux peuples colonisés.
le processus de décolonisation, qui est l'émancipation, qui a conduit à l'émancipation donc des peuples d'Afrique et d'Asie du tiers-monde, a été occasionné par donc des facteurs internes et des facteurs externes. Mais les chemins empruntés ne sont pas les mêmes. Et par chemin emprunté, il faut comprendre les formes de décolonisation. Alors, il existe fondamentalement deux formes de décolonisation. L'une est la forme pacifique. Et on parle de décolonisation pacifique quand l'indépendance est obtenue à la suite de négociations entre la colonie et la métropole. Et dans ce cas, on dit souvent que c'est une décolonisation en douceur ou une décolonisation réussie. Maintenant, cette décolonisation réussie s'acquiert grâce à un certain nombre de conditions, parmi lesquelles nous pouvons retenir le réalisme politique de la puissance coloniale, mais aussi l'existence d'un mouvement de libération nationale disposé au compromis. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une atmosphère de dialogue entre la puissance coloniale et le leader nationaliste. Et dans quelle partie donc du tiers-monde on a retrouvé une décolonisation pacifique? Bien entendu, nous pouvons retenir que cette décolonisation s'est opérée dans l'Empire britannique, sauf la Malaisie. À vrai dire, presque l'Empire britannique a été libéré de manière pacifique. Et le choix de la Grande-Bretagne s'explique par des raisons très simples. C'est parce que la Grande-Bretagne, dans son administration, dans son système colonial, avait installé ce qu'on appelle l'indirect rule ou la politique d'administration indirecte. Cette politique d'administration indirecte a consisté à quoi? À impliquer les indigènes dans le pouvoir. On peut donner le cas de l'Inde, on peut donner également le cas de la Grande-Bretagne, le cas, autant pour moi, de la Gold Coast. Dans ces deux colonies, il y avait une représentation populaire. Les princes indiens étaient représentés dans le pouvoir et en même temps, en Gold Coast, l'aristocratie était représentée. Alors, très tôt, la Grande-Bretagne était habituée à collaborer avec les autochtones. Autre chose qui a poussé donc la Grande-Bretagne à opter pour la forme pacifique, c'est parce qu'elle a tiré donc les leçons de l'échec de la guerre d'indépendance de 1775 à 1760, de 1774 à 1775, et un an après, le 4 juillet 1776, les États-Unis, les 13 colonies anglaises ont été libérées. Ne voulant plus reproduire ce schéma, la Grande-Bretagne a opté pour la voie de la négociation. À cela s'ajoute le fait que la Grande-Bretagne a réagi par réalisme et par pragmatisme. Elle voulait sauvegarder le Commonwealth of Nations, c'est-à-dire c'est une association donc des pays anglophones. Si l'indépendance était une indépendance violente, le Commonwealth ne verrait pas l'adhésion donc des colonies. Donc elle l'a fait par réalisme et par pragmatisme. Et autre chose, c'est parce qu'en juillet 1945, des élections ont eu lieu en Grande-Bretagne et le parti Travest est arrivé au pouvoir, dirigé par Clément Attlee. Et ce Labour Party a été favorable pour des réformes au niveau donc des colonies. Et autre élément, parce qu'en 1945, la Grande-Bretagne est un pays ruiné. Et les Travest défendent l'idée selon laquelle l'aventure coloniale est trop coûteuse, il faut se débarrasser donc des colonies. Et la priorité devait revenir à la reconstruction nationale. Maintenant, en dehors de l'Empire britannique, vous avez une partie de l'Empire français qui a été libérée de manière pacifique, plus exactement au Maghreb, dans les protectorats du Maroc et de la Tunisie, libérés en 1956, mais aussi dans l'AOF. Et l'AOF, c'est l'Afrique occidentale française, créée en 1895 et regroupant 8 colonies, ayant Dakar comme capitale. Ensuite, vous avez l'AEF, l'Afrique équatoriale française, créée en 1910 et autour de 4 colonies ayant comme capitale Brazzaville. Et peut-être enfin, vous avez donc la grande île qu'on appelle Madagascar. Tous ces pays que nous avons cités ont été libérés de manière pacifique. Mais seulement, il faut reconnaître que dans l'Empire français, l'indépendance a été retardée. La France a retardé l'indépendance par des séries de réformes. Et ces réformes sont
la conférence de Brazzaville de 1944, l'Union française de 1946, la loi cadre ou loi Gaston d'affaires de 1956, la communauté française de 1958 et enfin les indépendances presque groupées. Pour vous dire que dans ces pays que nous avons cités, à l'exception de la Guinée-Conakry, qui a arraché son indépendance en 1958, presque tous ces pays ont été libérés en 1960 et de manière presque groupée. Et les conséquences d'une décolonisation pacifique sont très simples. Quand l'indépendance est négociée, le résultat c'est le maintien des relations de coopération entre l'ex-colonie et l'ex-métropole. Et le cas le plus patent, c'est sans doute l'exemple, les relations qui existent entre la France et le Sénégal. La France a colonisé le Sénégal, mais au moment où nous parlons, on voit que beaucoup d'intérêts français sont toujours préservés. La France est toujours présente au niveau donc, du Sénégal. Et aussi, à l'étranger, le pays qui est principal partenaire donc, du Sénégal, c'est sans doute l'ex-métropole française. Donc après l'indépendance, nous avons de très bonnes relations qui ont existé et qui existent encore entre l'ex-métropole et l'ex-colonie. Et d'ailleurs, cette situation a fait dire à Ahmed Sékou Touré que nous vivons l'ère du néocolonialisme, pour dire que c'était une autre forme de décolonisation. On a été libérés, nous avons un drapeau, nous avons un hymne national, nous avons une constitution, mais la métropole est toujours là. Outre la forme pacifique, vous avez donc la forme violente. Et là, ce qu'on entend par décolonisation violente, c'est quand véritablement l'indépendance est arrachée. C'est quand l'indépendance a été obtenue à la suite donc de luttes armées, à la suite donc de heurts entre la métropole et la colonie. Et dans ce cas, on dit que c'est une décolonisation qui est ratée ou une décolonisation qui a échoué. Maintenant, les conditions de la décolonisation violente sont entre autres l'entêtement du colonisateur, l'existence de mouvements de libération nationale organisés et peut-être le soutien extérieur. Et cela est dû, cet entêtement donc, du colonisateur est souvent lié au fait que le colonisateur s'attache à préserver ses intérêts. Et ici, nous pouvons donner l'exemple des colonies portugaises de la Guinée-Bissau, de l'Angola et du Mozambique. Parce que le Portugal est une métropole pauvre, le Portugal n'a pas bénéficié de la révolution industrielle, le Portugal n'a pas participé à la Seconde Guerre mondiale, le Portugal n'a pas donné donc des promesses. Raison pour laquelle la politique portugaise, la politique coloniale portugaise, c'était le statu quo, maintenir la domination avant et après 1945. C'est parce que la Guinée-Bissau, le Mozambique, l'Angola étaient donc des vaches laitières qu'il fallait extraire à tout bout de champ. Les libérer, c'est presque fermer un robinet. Nous avons également autre chose. C'est le cas de l'Indochine dans l'Empire, dans l'Empire français. La France s'est accrochée à l'Indochine pour des raisons simples. C'est parce que l'Indochine était considérée comme la perle ou le joyau de l'Empire français en raison des innombrables ressources dont disposait donc la colonie. Ensuite, autre élément, si la France s'est accrochée à l'Indochine, c'est sans doute parce que de 1940 à 1944, la France a été occupée par l'Allemagne nazie. Elle s'est retirée provisoirement de l'Indochine et entre-temps, le pays a été occupé par le Japon. Et quand la Seconde Guerre mondiale s'est terminée, la France a fait un comeback ou un turn-back, c'est-à-dire retourner en Indochine qui était déjà entre les mains donc, du Japon. Alors, et pour se repositionner, il y a eu dialogue de sourds entre Ho Chi Minh qui a proclamé l'indépendance le 2 septembre 1945 et la France qui voulait restaurer son autorité. Et ce tiraillement a mené à un affrontement, à une guerre de libération nationale qui a duré de 1946 à 1954. Malheureusement, la France sera battue le 7 mai 1954 à la fameuse bataille de Dien Bien Phu. Pour ce qui est de l'Algérie, une colonie de peuplement de l'Empire français, la cause de la décolonisation violente est très simple. Dans l'Algérie coloniale, il y avait un statut particulier, parce que l'Algérie était considérée comme le prolongement de la France. Et l'Algérie était divisée en 3 départements, Oran,
Constantine et Alger, qui dépendaient du ministère de l'Intérieur. Et dans cette Algérie coloniale, il y avait une population de 10 millions, dont 9 millions d'Algériens musulmans et 1 million de Français, dont 800 000 Français aux pieds noirs. Ce qu'on appelle donc les Français aux pieds noirs, ce sont donc les Français qui étaient nés en Algérie. Et ces Français aux pieds noirs avaient caporalisé presque tous les pouvoirs. Ils géraient le pouvoir politique, ils géraient le pouvoir économique, au point qu'un journaliste français appelé Raymond Cartier disait qu'en Algérie, il y avait 2 Algéries qui se touchaient à peine par leurs extrémités sociales. C'est l'Algérie musulmane et l'Algérie européenne. L'Algérie musulmane était pauvre et l'Algérie française ou européenne était riche. Maintenant, ce sont ces rapports de dominants et de dominés qui vont pousser le FLN, le Front de Libération Nationale, à utiliser donc la violence. Et ceci a eu lieu le 1er novembre 1954, à la veille de la Toussaint de l'année 1954. La guerre d'Algérie a commencé et a duré 8 ans, de 1954 à 1962. Alors, pour vous dire que c'est un conflit d'intérêts qui a provoqué, bien entendu, la guerre d'Algérie. Parce que les pieds noirs s'étaient accrochés au pouvoir et ensuite il y avait une force extérieure française qui voulait conserver l'indépendance, qui voulait conserver donc la colonie. Maintenant, en dehors de cela, vous avez bien entendu le soutien extérieur. Et ce soutien extérieur s'est manifesté bien entendu par l'Union soviétique qui a été toujours derrière donc, les mouvements de libération nationale. En Guinée-Bissau, vous avez Amical Cabral avec le PAIGC qui a été soutenu. Au Sénégal, vous avez Mahmoud Diop, le PAI, qui a été soutenu par l'Union soviétique. Et vous avez le Frelimo au niveau donc, du Mozambique qui a été soutenu par l'Union soviétique. Et peut-être, dernier élément, vous avez le MPLA, le mouvement pour la libération de l'Angola, qui a été soutenu par l'Union soviétique. Alors, nous sommes au terme de la leçon et nous disons tout simplement que le processus de décolonisation est un processus très ancien et qui résulte donc de facteurs internes et externes. Mais retenez qu'après 1945, toutes les conditions étaient réunies pour qu'on aille à l'indépendance. Maintenant, cette indépendance n'a pas été une chose facile parce que l'indépendance n'a jamais été un cadeau, mais c'est le fruit d'une collaboration, c'est le fruit également d'une lutte entre la métropole et la colonie, raison pour laquelle on dit souvent que l'indépendance, la décolonisation n'a jamais été une volonté dans les grandes puissances, mais plutôt une exigence historique. Et elle s'est déroulée sous forme pacifique et sous forme violente, aussi bien en Asie qu'en Afrique. Merci de votre attention.